Je dirais oui. Je dirais grossièrement, d'une manière très grossière et vulgaire, rarement, mais d'une façon plus fine et très indélicate, très très souvent. Notamment parce que dans la petite présentation que je viens de vous faire, j'ai parlé d'installations vidéo qui sont des... En fait, j'ai une grande capacité à prendre beaucoup de place, à me prendre beaucoup l'espace, à me déplier et me déployer. Et quand j'arrive et que je ne suis pas d'un gabarit de deuxième ligne de rugby, équipe de filles, je parle bien sûr, on se demande toujours comment je vais faire ça. Et comme j'ai un compagnon qui est souvent avec moi et nous travaillons beaucoup ensemble, très rarement on me demande à moi comment je vais faire, mais très souvent les équipes techniques se tournent vers mon compagnon en lui disant « Et comment vous allez faire ?» Il dit ben, « Je ne sais pas, il faut lui demander lui à elle. » Moi, j'accompagne, je fais le confort, je suis là pour elle et c'est lui qui cuisine. Voilà. Donc oui, je dirais que oui, ça c'est vraiment les façons les plus perverses finalement, c'est d'en remettre en question la capacité qu'on peut avoir en tant que femme, en tant qu'artiste, à pouvoir tenir son engagement dans le projet qu'on a mis en place, parce qu'on ne vous pense pas capable d'utiliser un laser, un niveau laser, etc. Donc je me suis retrouvée dans un centre d'art où on m'a donné un fil à plomb en me disant voilà, puis après je découvre en fait qu'il y a un laser à un niveau, mais je me dis pourquoi j'ai pas eu droit moi hein. Je pense qu'on pensait que je ne savais pas l'utiliser, etc., etc. Ou si j'arrive avec des gros cailloux qui ont du poids, me dire vous n'allez pas pouvoir le porter toute seule. Non, mais vous non plus. Donc voilà, ça je dirais que c'est la partie la plus courante. Ensuite, je redirais un petit peu comme j'ai pu entendre tout à l'heure, effectivement, de ne pas me parler directement, passer par des personnes. Et je reviens par exemple à mon compagnon qui est souvent là, à qui des fois on va poser des questions comme si on n'osait pas me les poser sur pourquoi je fais ça comme ça, etc. Et, voilà, donc on passe par quelqu'un d'autre et souvent un homme pour poser ces questions-là. Et puis j'ai une anecdote plus flagrante. Il y a 20 ans, j'ai monté une exposition en pleine campagne à Saint-Nectaire avec une artiste qui s'appelle Annie Bascoul. Et on est deux filles et on a invité des copines à exposer. C'est-à-dire que c'est aussi simple que ça. On fait une expo qui ne se revendique pas comme une expo de femmes, mais on est deux femmes dans un territoire où on nous propose des champs, des fermes, etc. On monte cette expo et on invite des amis artistes et on se retrouve avec des femmes. Et nous avons eu le refus de plusieurs femmes critiques d'écrire des textes sur cette exposition parce que c'était une exposition entièrement de femmes. Donc elles ne voulaient pas participer et appuyer de textes sur ce truc-là. Alors qu'en fait, là, vraiment, je veux dire, c'était assez étrange parce que nous n'avons pas du tout pensé faire une... Enfin, l'exposition n'était pas pensée en tant qu'exposition de femmes, on était une expo. Et quand les hommes font des expos, qu'ils invitent leurs copains et qu'ils disent « T'es libre, samedi, tu viens pas mettre une pièce, tu fais un truc », personne ne dit à un homme « Ah, c'est qu'une expo d'hommes, c'est catastrophique. » Voilà. C'est un petit peu ça. Ça, je trouve que c'est vraiment très présent. Ouais. Alors, je trouvais la question assez ambiguë sur... donc, certainement que l'approche que je vais en avoir est peut-être très par le détail, mais comme le dit Gombrowicz, c'est le diable est dans les détails. Déjà, ce qui est assez flagrant, c'est que les femmes sont très nombreuses sur Terre, même, je crois, un peu plus que les hommes, mais elles sont considérées et elles se considèrent elles-mêmes comme une minorité. Donc c'est déjà un drôle de point de vue. C'est-à-dire finalement, dans tout ce débat, ce qui me semble, c'est toujours la question du point de vue, de qui parle et où, finalement, par quelle fenêtre qu'on peut aborder certaines réponses et peut-être arriver à mixer des réponses ou des solutions ou des questionnements qui peut-être pourraient faire changer certaines approches par rapport à ces idées-là. En tout cas, de fait, sur les minorités, oui,
Alors en plus, en tant qu'artiste, effectivement, sur des expos de groupe, quand vous êtes que 2 femmes et qu'il y a 14 artistes, quand vous arrivez, vous installez votre pièce, etc., les garçons se demandent de qui vous êtes la copine, vont passer à côté de votre pièce, ne vont pas vous parler, mais se demandent avec qui vous êtes. Tu dis non, non, mais moi, je avec personne, j'ai fait ça. C'est-à-dire vous êtes complètement noyé dans un groupe masculin qui a oublié lui-même qu'au milieu de cette expo collective, il pouvait y avoir 1 ou 2 femmes artistes. Ça se ressent aussi sur la presse, c'est-à-dire que sur les dossiers de presse, vous apparaissez, mais sur une table ronde, finalement, la parole vous est peu donnée et on va demander plus aux hommes, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose de fort. En plus, si vous êtes une femme où on vous tourne le compliment en vous disant c'est incroyable, on ne voit pas que tu es une femme quand tu bosses, quoi. Donc ça, c'est un compliment. Hein. On ne voit pas que c'est un boulot de femme. Ah, très bien, donc c'est à prendre comme un compliment. Plein de choses comme ça qui sont quand même... qui laissent penser qu'en fait, il y a tout un chantier en ébauche et qu'il faut vraiment travailler sur cette question à finir de poser sa place d'artiste, de femme artiste, je ne sais pas. En tout cas, simplement dire qu'on est là pour ce qu'on est ou les images qu'on renvoie, mais je ne sais pas s'il faut travailler plus que ça. Je ne sais pas si des fois, ce n'est pas leur problème plus que le mien, en fait. Et puis sur les histoires de minorités, il y a aussi une autre chose. Il y en a deux. Il y a 2 trucs rigolos. Je vais te parler d'une anecdote. Donc je suis rousse, mais je suis née vraiment poil de carotte. Et petite, j'étais vraiment poil de carotte. Et donc j'étais souvent moquée parce que les roux, ça pue et on est le fruit de parents rouillés, etc. Bon, c'était pas très chouette, mais bon. Et puis maintenant, en vieillissant, ado, il y avait tout le fantasme pour pas mal d'hommes de la femme rousse. C'était prometteur. Bon, il fallait leur dire non, pas tout le temps, méfiez-vous. Hein. Et puis maintenant, vieillissant, je suis moins rousse, où je dis oui, je suis rousse, on me dit oh, bah non, non, pas tellement. J'ai l'impression que chaque fois qu'en fait, finalement, qu'une minorité pourrait devenir un avantage, puisque maintenant le roux est un peu mieux vu, paf, on dit oh, bah non, 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 vous l'êtes pas. Alors que petite, c'était tout le temps un problème. Donc j'ai l'impression que finalement, on est toujours en train de courir en disant tiens, voilà, je suis dans une minorité à tel endroit, ok, maintenant je l'assume, et puis en face, il y a des gens qui vous disent non, 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 même pas. Donc, c'est difficile ces places-là. Et ensuite, il y a l'autre question je ne sais pas si elle a déjà été vraiment abordée, mais de dire par exemple le non-désir d'enfant et de ne pas avoir eu d'enfant, qui peut créer au sein des femmes, enfin de cette majorité qui se considère comme une minorité, une autre poche de dire que je n'ai pas d'enfant et que c'est un désir assumé. Et donc, soit avant on ne me le pose pas, soit on pense que j'ai pas eu le temps, soit on pense que je n'ai pas pu, que j'ai un problème, soit après on me pose la question de pourquoi, par exemple, il n'y a pas d'enfant. Donc, le féminin passe beaucoup par cette question-là, et de dire que c'est un choix et que la vie s'est passée comme ça et qu'on n'a pas forcément un désir fort d'enfants et de se reproduire, de se multiplier, c'est aussi ça renvoie aussi bien aux hommes et aux femmes des questions très dérangeantes. Alors il y a plusieurs choses. Là, vous parlez d'achat. Alors ce qui est intéressant, c'est de revenir sur la deuxième acquisition, par exemple. Les études montrent que la deuxième acquisition, là, il y a une sacrée perte de la représentation féminine. C'est-à-dire finalement, il y a une sorte de rideau tout de suite sur le premier achat qui marche, mais sur le deuxième achat, là, on continue beaucoup d'acheter les hommes, mais moins les femmes. Donc là, ça pose déjà quelque chose. Ensuite, sur les écoles, donc je suis aussi enseignante, je constate que pas mal de femmes artistes sont enseignantes et de plus en plus de femmes arrivent, mais ça reste encore quand même compliqué.
En tout cas, dans les femmes artistes, elles sont moins nombreuses. C'est quand même encore beaucoup sur les sciences humaines où il y a beaucoup de femmes, mais si on regarde sur les ateliers, les techniciens et les femmes artistes, il y en a quand même un peu moins. Moi, j'ai été embauchée en même temps qu'un historien de l'art, et quand on est arrivé, l'équipe savait qu'il y avait un artiste et un prof de sciences humaines. D'entrée de jeu, les gens de sciences, on m'a dit, ah, vous êtes le prof d'histoire de l'art, et au garçon qui arrivait, ah, vous êtes l'artiste. Non, c'est l'inverse, c'est lui qui est historien de l'art et c'est moi qui suis l'artiste. Donc bon, c'était drôle. Et ensuite, je me pose la question par rapport aux jeunes femmes. Donc surtout, c'est en fait, s'il y a tant de jeunes femmes qui s'inscrivent en histoire, enfin en école d'art, la question se pose de pourquoi, en fait. Est-ce que c'est pas parce que les garçons sont partis? C'est-à-dire, si on prend, moi, la génération de mon père, par exemple, a fait les Beaux-Arts, il y avait une fille dans sa promotion. Actuellement, effectivement, c'est très inversé. Mais en gros, les garçons revendiquaient une place d'artiste et voulaient être là, et parce que c'était porteur en représentation, en communication, en argent, j'en sais rien, en nécessité, etc. Or, maintenant, les garçons, ils ne sont plus non plus dans ces filières-là. Ils n'y vont pas. Donc, ils vont dans quelle autre filière? Est-ce que c'est parce que d'autres filières portent plus une représentation d'un certain type de pouvoir, d'un certain type de représentation sociale, et que, pour le coup, l'art, le domaine artistique, n'est pas porteur, on va dire, d'ambition forte, d'argent, de pouvoir, puisque, de fait, très peu peuvent rarement se positionner au sommet, et que du coup, est-ce que finalement, il n'y a plus de garçons parce que les Beaux-Arts proposent un système pyramidal trop compliqué, et que finalement, les filles peuvent aller à ces endroits-là puisqu'il y a la place et que les écoles doivent remplir leurs salles, et que donc elles prennent des filles. Donc en fait, je me pose plutôt ces questions-là, parce que le corps enseignant a peu changé, même s'il a un petit peu changé, mais pas tant que ça. Donc il y a quand même encore une grosse présence d'hommes. Donc voilà, en fait, je me demande si les questions ne sont pas de cet ordre-là. C'est-à-dire, que représente aujourd'hui, peut-être pour une femme et un homme, d'être artiste? Qu'est-ce qu'on met derrière? Et est-ce que finalement, si de plus en plus de jeunes filles rentrent dans les écoles d'art, c'est parce que maintenant, ça peut être un luxe admis pour les filles, qui était un luxe avant admis pour les garçons, et que maintenant les garçons pensent que dans ces filières-là, ils auront moins de chances d'être au sommet d'une pyramide sociale, et que du coup les femmes peuvent arriver à se positionner là. Je sais pas. Est-ce que c'est des questions, je n'ai pas forcément de réponse, mais en tout cas je me posais ces questions-là quand je vois qu'effectivement il y a de plus en plus de jeunes femmes qui arrivent. Ce qui est assez surprenant, ce que je trouve toujours assez beau et très surprenant, c'est que par exemple quand les jeunes femmes peignent ou font de la peinture, du dessin, etc., sur le corps humain, elles continuent énormément d'interroger le corps féminin comme sujet et objet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est étrange. Moi, je me dis qu'en tant que jeune fille hétéro, par exemple, elle pourrait avoir envie de dessiner un beau mâle, etc., avec des belles proportions, etc., alors que non, elle continue quand même à dessiner le corps féminin, et pourtant sans se positionner sur une question de genre, justement. Donc finalement, il y a des choses très très ancrées dans la proposition du sujet, de l'objet, ou de l'objet et du sujet, qui, voilà, du rapport de l'artiste à son modèle des fois, et du modèle qui devient sujet-objet, en fait la question du désir, etc., qui n'ont pas l'air d'être aussi bouleversées que ça. Eh ben oui. Oui, et je rebondirai aussi en disant quel féminisme, puisque effectivement je ne suis pas convaincue de la nécessité de changer les noms, de passer du masculin au féminin. Je ne crois pas. Auteureux avec un E, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre non plus de la volonté absolument de mettre une parité, etc. Puisque finalement,
Finalement, ça voudrait dire qu'on pense toujours les choses de la même manière. Et qu'en fait, je pense que si on pense les choses de la même façon et qu'on les articule de la même façon, on aura toujours le même problème. Il pourra s'inverser, mais le problème sera le même. La question n'est pas qu'à un moment, finalement, des communautés se dégagent et jouent sur leur statut de communauté, de minorité, etc., qui les place là-dedans. Le problème, il est d'essayer de penser autrement le féminin et le masculin. Là, je rebondirai sur l'idée qu'en fait, effectivement, c'est une ébauche. Simone de Beauvoir dit, ou Erasme, la question de on devient femme ou on devient homme, et que finalement, on est peut-être perméable à plein de choses qui nous construisent lors des émotions, de l'histoire, etc. Alors que finalement, rester dans une poche qui revendique une communauté ou qui établit des frontières par rapport à d'autres critères me paraît quelque chose d'assez dangereux et que ça me pose un problème. D'ailleurs, je ferai référence à un très beau livre de Anthony Burgess, c'est sur la folle semence, où l'ordre s'inverse. Alors là, c'est sur hétéro et homo. C'est avoir envie d'enfant est absolument décadent, dégradant et absolument pas le problème. Donc il faut être homo, parce que comme il le dit dans le livre, qui dit sapiens dit homo. C'est absolument une phrase remarquable. Et donc du coup, le pouvoir est aux mains des homosexuels, puisque de fait, la procréation dans le livre de Burgess ne peut pas être l'aboutissement de la relation. Donc on est tranquille, on n'est que dans une situation où tout est cadré. Et le livre, il est extrêmement dérangeant parce que justement, en prenant quelque chose, en disant de défense, on n'a pas de jugement à avoir là-dessus, mais finalement, si c'est pour recréer les mêmes choses et être dans les mêmes stéréotypes et avoir une pensée aussi limitée que ça, c'est la même impasse, quoi. C'est exactement la même impasse. Donc la question effectivement est davantage de quel féminisme et comment être féministe aujourd'hui, plutôt que le pourquoi, finalement, c'est de développer le comment on peut l'être, qui inclut tous les êtres vivants, quels qu'ils soient et comment ils ont envie de se considérer, etc. N'importe. Je pense qu'il faut plutôt articuler une pensée différente et essayer en fait, il faudrait faire confiance à une forme d'imaginaire qui pourrait peut-être, en partant de croisements sur des réalités autres ou des conversations, des dialogues, etc., qui pourraient peut-être permettre d'imaginer d'être des hommes, des femmes, des non-hommes ou des non-femmes, je ne sais pas, d'une autre façon. Autrement, je crois que le système de pensée dans lequel on peut se développer est une planche pourrie.